Bonjour à tous, nous sommes absolument ravis de vous accueillir pour ce webinaire, la 3e édition de notre cycle Diving into Blockchain, consacré au sujet passionnant des NFT et du métaverse, enjeux juridiques, Eldorado technologique ou l'avènement du Web 3.0. Pour animer ce webinaire, nous avons la chance de compter sur un invité spécial, Nicolas Fratini, qui est cofondateur de la société cotée Les Agences de Papa. Les agences de papa animent un réseau d'agences immobilières sur un modèle d'affaires qui est déjà extrêmement innovant. Et aujourd'hui, la société va encore plus loin dans l'innovation avec la mise en place de son projet de métaverse Versity qui repose sur 2 cryptoactifs, le jeton City et les NFT Parcelles. Nicolas reviendra sur ce projet dans le détail. Claire Bouchenard, mon associée, qui structure avec moi la plupart des projets NFT gérés par Osborne Clark France, qu'il s'agisse de NFT en Play to Earn, en Play to Move, de collectibles dans le secteur du luxe. Claire et ses équipes présentent une expertise très large qui va de la propriété intellectuelle en passant par le droit des marques, l'IPIT, les données personnelles et le droit à la consommation. Maya Stéphan, qui travaille avec moi sur l'enregistrement des PSAN, des prestataires de services suractifs numériques que nous conseillons, et qui structure également avec moi plusieurs offres dans la DeFi et de partenariats entre des acteurs crypto et des acteurs du monde traditionnel. Et enfin, moi-même, Karima Lashgar, votre serviteur, associé de la pratique services financiers, paiements, fintech et cryptoactifs d'Osborne Clark France. Donc, la manière dont nous vous proposons d'organiser ce webinaire cet après-midi, c'est une première partie que j'aurai l'honneur d'animer pour rappeler quelques notions techniques, technologiques et juridiques autour des NFT. Ensuite, Maya Stéphan vous présentera un update des dernières discussions et on a échangé il y a quelques jours avec la Direction générale du Trésor. Vous savez que c'est la présidence française qui anime la présidence de l'Union européenne. Et donc, elle fera état des discussions au niveau européen autour de l'encadrement partiel ou total des NFT, on va le voir. Ensuite, Claire Bouchenard reviendra sur les enjeux juridiques relatifs à la propriété intellectuelle sur les projets de NFT que nous structurons. Elle vous fera un retour d'expérience des projets qu'elle a traités et elle évoquera quelques cas de contentieux extrêmement intéressants. Et pour finir, une séance de questions-réponses avec Nicolas sur le projet Metaverse Versity. Et enfin, nous aurons une séance de 15 minutes avec vous, chers participants, de questions-réponses. Toutes les questions sont bonnes à prendre et nous enrichissent. Alors surtout, n'hésitez pas à nous adresser vos questions tout au long de ce webinaire. Ça nous enrichit, nous, en tant que juristes et professionnels. Je précise que ce webinaire sera retransmis sur YouTube, mais que les questions des participants, le nom des participants seront anonymisés. Donc, une raison de plus pour ne pas avoir de velléité à nous adresser toutes vos questions tout au long de ce webinaire. Donc, on commence par un rappel, parce que ça nous paraît utile, de notions autour des NFT sur le plan technique et technologique et juridique, naturellement. D'abord, il faut rappeler que les NFT, donc c'est une catégorie de cryptoactifs, en tout cas c'est comme ça que je les considère. Bon, on va voir qu'il y a un sujet, un débat juridique sur la qualification des NFT, mais du moins d'un point de vue technologique et technique, les NFT, ce sont des biens incorporels qui d'abord sont inscrits dans une blockchain, c'est la première caractéristique, ou dans une technologie de registre partagé. Deuxième caractéristique, la plupart des NFT sont non fongibles. Mais, première complexité, certains NFT sont fractionnables, ce qui peut remettre en question la subsistance du caractère non fongible, c'est-à-dire non substituable de ces NFT. Deuxième complexité, techniquement, il est possible d'incorporer dans un NFT plusieurs cryptoactifs. Donc, vous voyez déjà que techniquement, technologiquement, le NFT, c'est un objet, un bien incorporel qui est un peu complexe à appréhender. Du point de vue des utilités des NFT, elles sont extrêmement vastes et variées. On vous en a mis un certain nombre d'exemples à l'écran. Naturellement, vous avez des NFT qui sont représentatifs d'un certificat d'authenticité sur une œuvre de l'esprit qui est réelle ou virtuelle. Claire abordera spécifiquement ce point. Mais vous avez également des NFT qui sont
des NFT à objet de rendement ou spéculatif. Plusieurs NFT aujourd'hui sont émis sur le marché pour des fins de staking ou d'autres offres DeFi. Vous avez des NFT aussi qui représentent un droit de propriété sur un bien ou un service. C'est le cas par exemple des NFT parcelles du projet Metaverse Versity sur lequel Nicolas reviendra. Vous avez des NFT qui sont des représentatifs d'éléments de jeux vidéo et bref, vous avez autant d'usages et d'utilités que l'esprit peut l'imaginer. Donc ça, c'est pour, je dirais, la complexité pour appréhender la qualification de NFT. Ceci étant dit, encore une fois, d'un point de vue technique et technologique, ce qui permet d'avoir à l'esprit, je dirais, des caractéristiques communes à tous ces NFT, c'est qu'ils sont mintés, c'est-à-dire créés, burnés, excusez-moi pour les anglicismes, c'est le jargon des techniciens. Bref, la gestion de la supply chain des NFT se fait toujours systématiquement à partir de smart contracts, donc de contrats intelligents qui sont proposés par les différents protocoles blockchain. Là, on vous en a cité deux principaux que sont Ethereum et Tezos. D'ailleurs, la plupart des NFT aujourd'hui sur le marché sont émis sur la base des standards ERC, donc Ethereum. Mais bien sûr, un certain nombre de protocoles blockchain sont en train de développer des standards NFT. Ces smart contracts, ils présentent un certain nombre de standards et de fonctionnalités qui sont vraiment spécifiques aux NFT, qui permettent d'incorporer des droits de propriété intellectuelle et la gestion de royalties et de droits de suite. Encore une fois, Claire reviendra là-dessus. Mais au-delà de ça, bien sûr, ces smart contracts spécifiques aux NFT, ils présentent des fonctionnalités qui sont propres à tout cryptoactif, de type fonctionnalité transfer from, freezing, et des droits spécifiques selon qu'on soit émetteur du NFT ou selon qu'on soit propriétaire du NFT. Ça, c'est pour la partie, je dirais, technique et technologique. Maintenant, si on en vient au débat juridique, en tout cas en droit positif, en droit français. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2 ans, depuis l'apparition des NFT, ça remonte à peu près à 2019, fin 2019, début 2020, à date, on n'a pas de définition légale des NFT en droit français. C'est normal, comme je dis, les NFT sont apparus de manière concomitante à la fin des débats qui sont liés à l'adoption de la loi Pacte, donc à la création du cadre légal en matière d'actifs numériques. Et je rappelle en plus, en termes d'historique, que les NFT sont nés, en fait, ont été développés par les praticiens de la blockchain en réponse à un risque régulateur très précis qui a été identifié bien sûr aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres juridictions du monde, qui était une possible requalification de certains cryptoactifs, qu'on les considère comme des utility tokens ou comme des crypto-monnaies, en placement financier, en cryptoactifs à objet de rendement, et donc à la fin de la journée en security token, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes d'autorisation, de demande d'agrément, bref, un dispositif extrêmement lourd. C'est pour ça que les NFT sont apparus, puisque ce qui distingue les NFT, en tout cas la plupart des NFT, des security tokens et des crypto-monnaies, c'est l'absence de fongibilité, puisque une valeur mobilière est par essence, comme une crypto-monnaie, fongible et négociable, ce qui n'est pas le cas de tous les NFT. Donc aujourd'hui, un certain nombre de confrères et de professeurs de droit considèrent que les NFT ne devraient pas être considérés comme des actifs numériques au sens de la loi Pacte. J'avoue que en termes d'opportunité, je peux comprendre la logique, mais en termes de raisonnement juridique, je dirais presque en termes de vérité juridique, je suis très perplexe. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on prend la définition des actifs numériques au sens de l'article L5410-1 du Code monétaire et financier, je vous la lis. Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent 1. Première sous-catégorie d'actifs numériques. Les jetons mentionnés à l'article L552-2 du Code monétaire et financier, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L211-1 et des bons de caisse, mentionnés à l'article L223-1. Deuxième catégorie d'actifs numériques,
toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal, qui ne possède pas le statut juridique du monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transféré, stocké ou échangé électroniquement. Si on regarde l'article L552.2 du Code monétaire et financier, qui est mentionné dans la première sous-catégorie d'actifs numériques, on nous dit, au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du bien. À partir de là, il me semble extrêmement ardu de considérer que les NFT ne relèvent pas de l'une ou l'autre sous-catégorie d'actifs numériques. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la catégorie des NFT, qu'on soit en NFT fractionnable, non fractionnable, en supposant même que le NFT ne donne aucun droit, ce qui est le cas de la première sous-catégorie de token, il est extrêmement compliqué d'arguer qu'un NFT n'est pas un bien. Je vous rappelle qu'en droit civil, un bien, c'est une chose de valeur susceptible d'appropriation et disponible dans le commerce. Pour moi, un NFT est un bien. Donc, un bien incorporel, 2, inscrit en blockchain, 3, qui ne présente pas les caractéristiques d'un instrument financier, d'un bon de caisse et j'irai même plus loin, d'une monnaie électronique. À partir de là, pour moi, la plupart des NFT, voire la totalité des NFT, remplissent les critères de définition des actifs numériques au sens de l'article L5410.1 du Code monétaire et financier. Ça, c'est une première chose. Donc, on voit aujourd'hui qu'effectivement, on n'a pas de réponse claire en droit français. On a des débats entre juristes et confrères. C'est vrai que pour nous, c'est complexe de structurer des projets NFT, mais ce qui est à tout le moins obligatoire de notre point de vue, c'est de respecter un certain nombre de dispositions de droit commun, à savoir naturellement le droit des obligations, parce qu'il y a un contrat derrière chaque NFT, il y a des engagements, le droit de la consommation, vous avez même des dispositions spécifiques aux actifs numériques qui sont prévues par le Code de la consommation. Et ensuite, on fait une analyse avec Claire et ses équipes au cas par cas pour regarder effectivement s'il y a des dispositions propres à la propriété intellectuelle qui vont devoir s'appliquer. Pareil pour mon associée en fiscalité, elle va regarder le régime fiscal applicable. Donc, on est dans une zone relativement floue dans l'attente d'une réponse. Et on pense, nous, côté Osborne Clarke France, que la réponse viendra d'abord probablement du cadre européen sur lequel Maya vous va faire un état des lieux pour vous expliquer si oui ou non les NFT vont être partiellement réglementés et harmonisés au travers du projet de règlement EU MiCA. Maya, si tu veux bien prendre la parole. Tout à fait. Merci Karima. Donc oui, la question donc à l'heure actuelle se pose au niveau de l'Union européenne de la réglementation ou non des NFT. À date, il n'y a aucune définition globale et harmonisée de la notion de NFT, ni plus largement de la notion d'actif numérique. Donc on a une réglementation qui est fragmentée et qui varie d'un État membre à un autre, avec des exigences qui peuvent évidemment être plus ou moins fortes en fonction des États, et avec certains États où la réglementation va être beaucoup plus légère. À date, il y a 2 projets de règlement qui sont en cours de discussion, dont le premier qui est celui qui va nous intéresser aujourd'hui et qui peut avoir un impact important potentiellement sur la notion de NFT, c'est le projet de règlement MiCA. Le projet de règlement MiCA, c'est un règlement qui va venir harmoniser les émetteurs de jetons, les émetteurs de cryptoactifs au sens large, et les prestataires de services sur ces différents services. Et un deuxième règlement qui va être le règlement, un règlement plus technique et plus spécialisé, mais qui est spécialisé sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, au sujet duquel il a été question il vient pour projet d'étendre certaines dispositions de ce règlement aux fournisseurs
de services sur actifs numériques et au cours des débats, les débats sur ce texte la question des NFT a ressurgi en tout cas sur ce texte, puisque comme vous le savez, la question du blanchiment est une question qui retient en tout cas l'attention des législateurs. Pourquoi la question de l'inclusion des NFT s'est posée? Ça a été un sujet assez nourri et assez vaste. Il y a eu plusieurs changements de position et des positions assez variées sur cette question, de savoir si cette notion protéiforme de NFT, comme vient de l'expliquer Karima, avec une large diversité de situations et de cas d'usage, pouvait ou non être appréhendé de par les différentes typologies de jetons ou d'actifs numériques que le futur règlement MiCA va déployer au sein de l'Union européenne. Je vais essayer de vous restituer les positions à date, sachant que la version définitive du texte n'a pas encore été adoptée. Il est en passe d'être finalisé. Normalement, les trilogues politiques devraient finir aujourd'hui. Donc, évidemment, on publiera dans la suite sur la question précise et sur la version définitive du texte tel qu'adopté. Sur ce sujet. Il y a aussi eu cette question de est-ce que cette réglementation générique sur les actifs numériques est à même d'appréhender cette large diversité de situations, ou est-ce que au niveau de l'Union européenne, une réglementation spécifique aux NFT, aux enjeux et aux sous-jacents qui peuvent exister, est nécessaire ou non d'être développée. De manière plus détaillée sur la question des NFT, il y a eu d'abord la question de la définition du NFT, puisque le critère, par exemple, de la fongibilité a pu être estimé par certains insuffisant. Comme l'expliquait Karima, le NFT peut potentiellement être utilisé comme un moyen d'échange ou un moyen de paiement. Le cas échéant, la question s'est posée de la définition de cette typologie de NFT, puisque le caractère juste fongible ne suffirait pas en fonction de l'usage qui s'en serait fait. Le règlement MiCA vient en effet appréhender certaines typologies de jetons qui sont utilisés à des fins d'échange ou de moyens de paiement. Si mon NFT me permet uniquement juste de collecter, de collectionner certains biens virtuels, est-ce qu'il entre dans le règlement ou non, ou est-ce qu'à partir du moment où je peux l'utiliser à d'autres fins, est-il appréhendé par certaines définitions, et notamment il y a certaines typologies de jetons qui sont beaucoup plus régulées et qui vont être sujets à des règles assez importantes, que sont les jetons de monnaie électronique qui se réfèrent à certaines monnaies légales, par exemple, ce qui n'est pas forcément le cas d'un NFT, mais qui potentiellement peut l'être, ou à certains autres typologies de jetons, comme les jetons se référant à des valeurs, ou de même à partir de quel moment un NFT qui va être utilisé, c'est ce que disait Karima par rapport au security token, est-ce que si j'utilise mes NFT et que je les revends derrière à des fins d'investissement, est-ce que cette fonctionnalité du NFT est-elle appréhendée par le règlement européen? Et de même, il a été aussi à un moment donné question dans les projets de texte de distinguer le NFT dans sa globalité ou certaines notions de fraction de NFT. Ça a aussi posé question dans la mesure où le NFT est censé être unique et non fongible. Cela pose aussi des questions en termes de cohérence juridique et en termes d'unicité du régime. À date, il y aurait, mais je parle vraiment au conditionnel et on attend la dernière version du texte et sur lesquelles on ne manquera pas de vous revenir évidemment. Il y aurait une distinction entre le marché primaire et le marché secondaire, entre l'entité qui va émettre le NFT, qui sera l'émetteur du NFT, qui ne serait pas potentiellement appréhendé par la réglementation européenne, en tout cas à date par le règlement MiCA. Ce serait juste, demain j'émets un NFT qu'on peut utiliser uniquement sur ma plateforme. Ce NFT ne serait pas forcément appréhendé par MiCA. Par contre, la question se pose à partir du moment où il y a un marché secondaire et en fonction de la manière dont ce marché secondaire sera construit, ce second marché secondaire, une plateforme d'exchange dans laquelle je vais vendre mes différents NFT, cette plateforme secondaire pourrait entrer sous le champ d'une réglementation potentiellement.
avec une distinction entre la personne qui va fournir des services sur les NFT. Si la personne qui fournit des services sur les NFT est la personne qui aura émis les NFT, potentiellement il n'y aurait pas, mais toujours au conditionnel, de réglementation spécifique, en tout cas dans le cadre du règlement MiCA toujours. Mais si certains services sont fournis non pas par l'émetteur initial du NFT, mais par un tiers, donc typiquement une autre plateforme ou un autre prestataire en fonction des liens qui pourraient éventuellement aussi être mis en place entre différents univers, là potentiellement on rentrerait dans un champ réglementé. Mais là encore, ça sera en fonction éventuellement des usages, mais aussi en fonction du volume d'activité. L'idée des co-législateurs, en tout cas les échos qu'on a pu en avoir récemment, ça va être de protéger évidemment le consommateur par rapport aux risques et aux dérives, certaines dérives qui ont pu être constatées, et notamment d'appréhender les plateformes qui auront enregistré le plus gros volume d'activité, et notamment par rapport aux enjeux techniques et aux enjeux de sécurité qui peuvent exister sur cette typologie de plateformes. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place une approche par les risques, si on peut l'exprimer ainsi, de protection du consommateur, avec une prise en considération du volume de transactions sur certaines plateformes, j'allais dire, les plus utilisées. Ça, c'est le projet tel que présenté. Après, il y a des débats assez vifs entre le Conseil, la Commission, le Parlement européen par rapport aux enjeux que ce texte peut représenter. Donc ça, c'est vraiment le pendant MiCA sur lequel nous reviendrons vers vous sur ce sujet. Et il y a un second pendant qui était le deuxième règlement évoqué, qui est le règlement relatif au transfert de fonds, où il a été question éventuellement d'élargir le champ des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc typiquement, c'est l'identification de la personne qui va envoyer des NFT et l'identification de la personne qui va recevoir les NFT, puisque pour certains, l'utilisation de ces NFT pourrait éventuellement conduire à certains risques en termes de blanchiment et de financement du terrorisme. Là encore, le texte est toujours en cours d'étude. On tendrait à date vers potentiellement une exclusion, mais en tout cas, on a une vraie problématique en termes de définition de cette typologie d'actifs et de protection des différents intervenants au sein de ces marchés. Donc ça, c'était vraiment les enjeux que présentent ces textes. Sur la partie vraiment actif numérique. Après, au niveau européen, il y a des problématiques aussi en termes de protection du consommateur, mais aussi il y a aussi d'autres problématiques qui vont aussi se décliner sur le champ national qui vont être les problématiques en termes de protection des droits de propriété intellectuelle. Et je laisse la parole à Claire pour présenter plus en détail ces problématiques. Merci Maya. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais m'intéresser effectivement aux enjeux juridiques relatifs à la propriété intellectuelle, et je suppose que, comme beaucoup, vous avez déjà été confrontés au véritable phénomène de mode que sont les NFT. Les NFT représentent aujourd'hui 2% du marché global de l'art. Les exemples les plus connus sont dans le domaine de la cryptographie, c'est-à-dire des œuvres graphiques qui ont été créées spécifiquement pour être tokenisées. Et voilà, la folie, entre guillemets, a commencé avec cette série de CryptoPunk qui était 10 000 personnages créés par un algorithme en format pixel art, vendus à quelque chose de l'ordre comme 20 millions de dollars américains, suivi ensuite par ce projet Bored Ape Yacht Club, les 10 000 singes, eux-mêmes générés semi-aléatoirement par ordinateur et vendus à presque 25 millions de dollars pour enfin terminer, entre guillemets, avec l'artiste Beeple et puis son œuvre numérique Every Day's The First 5000 Days, vendu à 69 millions de dollars. Donc là, on vient de parler d'œuvres
d'art un petit peu emblématiques, mais il y a beaucoup d'autres cas de figure qui se présentent en termes de NFT et d'art, puisque en fait le NFT peut être utilisé par exemple pour créer un univers créatif ou un univers de marque par exemple, NFTisant les personnages d'une bande dessinée ou d'une série audiovisuelle que vous allez ensuite créer, ou en NFTisant des éléments justement d'un monde de marque, d'un annonceur que vous allez aussi créer pour cet annonceur. Le but, c'est alors finalement de donner des avantages à ces acheteurs et de créer une communauté d'intérêt autour d'un univers créatif, univers de marque, et de donner finalement aux gens qui auront acheté ces NFT des avantages. Donc on voit que les finalités peuvent être diverses, hein, soit effectivement de l'artistique pur, soit aussi une finalité un petit peu plus commerciale. Il peut aussi s'agir pas simplement d'œuvres spécifiquement créées pour être tokenisées. On peut NFTiser des œuvres préexistantes, des œuvres numériques, mais aussi souvent physiques, qui peuvent d'ailleurs subsister ou non à leur tokenisation. Vous avez peut-être aussi entendu parler de l'œuvre Morans de Banksy. Elle a été brûlée à New York en mars 2021, au moment où elle a été tokenisée. Donc on a fait disparaître le support physique de l'œuvre pour ne laisser subsister que l'œuvre numérique. Je ne vous conseille pas de faire la même chose en France, puisqu'on a un droit moral très, très protecteur et qu'on ne peut pas détruire l'œuvre d'un auteur comme cela. On va peut-être déjà se focaliser un petit peu sur la référence en fait aux œuvres d'art, mais en fait ce qui va nous intéresser ici, c'est la notion d'œuvre de l'esprit au sens du droit d'auteur, au sens du code de la propriété intellectuelle. Elle est très large puisque ça va couvrir du mobilier, ça va aussi pouvoir couvrir des œuvres d'architecture, tout type d'œuvres utilitaires, que ce soit par sa forme, par ses motifs, etc. Il n'y a pas de prise en compte du mérite. Alors, est-ce que on va pouvoir dire que tout se protège? Sur le principe, oui, toutes les créations de formes, en tout cas, il y a une vraie condition, c'est la condition d'originalité. C'est quoi l'originalité? Alors, c'est pas forcément toujours très facile à définir. La définition en droit, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. C'est variable, ça va dépendre effectivement des types de création et des auteurs aussi. On va retenir principalement que c'est ce qui va permettre d'exprimer la singularité de l'auteur, et ça va d'artistes connus, Picasso, Léonard de Vinci, Mystique, Richard Orlinski. Je suis désolée, je mélange plein de références différentes, mais pour justement souligner l'absence de mérite, mais pas que. Ça peut être tout à chacun, vous et moi, dès lors que notre création portera l'empreinte de notre personnalité. Il faut distinguer l'originalité de la nouveauté, puisque quelque chose qui est nouveau va ne pas pouvoir être original, et quelque chose qui n'est pas nouveau va en revanche pouvoir être original à partir du moment où il est exprimé avec une sensibilité particulière. Alors, une fois qu'on s'est posé la question de l'originalité de l'œuvre, c'est ça qui va déclencher l'application du régime des droits d'auteur. Et parmi les autres questions qu'on va alors se poser, c'est qui est l'auteur? En droit français, l'auteur, principalement, c'est une personne physique. On a une seule exception, c'est l'œuvre collective. Donc ça, c'est une œuvre à laquelle contribue une pluralité de personnes physiques, qui va être initiée, dirigée, contrôlée, puis divulguée par une personne morale. Dans ce cas de figure, qui est quand même une exception, on va admettre que les droits de propriété intellectuelle vont naître sur la tête de la personne morale. Pour vous donner un exemple, c'est souvent les créations qui sont conçues par les agences de publicité. Mais là aussi, qu'on soit dans le cas d'une œuvre individuelle ou dans le cas d'une œuvre collective, finalement, on a toujours un contributeur qui est un humain. Et j'ai commencé avec les œuvres cryptographiques. Pourquoi? Parce que ça pose la question
de l'auteur, qui est l'auteur d'œuvres qui résultent de l'utilisation d'une intelligence artificielle. On a eu un rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en janvier 2020 qui propose certaines réponses et, quand il n'en a pas, des pistes de réflexion. On sait aujourd'hui que quand une œuvre est générée à l'aide d'un algorithme, ça va. On arrive toujours à considérer que l'auteur est un humain, celui qui a pu se servir de l'algorithme, de l'intelligence artificielle, pour pouvoir créer l'œuvre. Il sera donc l'auteur. En revanche, quand l'œuvre est générée par l'algorithme lui-même, là, on n'a pas de réponse. Et les questions sont multiples. Et les pistes sont multiples. Est-ce que dans ces cas-là, on aura toujours un droit d'auteur ou pas? Est-ce que ce sera vraiment un droit d'auteur ou est-ce qu'on ne va pas plutôt parler d'un droit sui generis? Et puis, in fine, à qui ce droit va profiter? Est-ce que ça va être au concepteur de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va être à l'utilisateur de l'intelligence artificielle? On ne le sait pas, on ne le sait pas encore. Mais bon, ça c'est la deuxième question principale, c'est de savoir qui est l'auteur et pourquoi on se pose cette question. Parce que, effectivement, l'auteur est celui qui est investi des droits d'auteur. Les droits patrimoniaux d'un côté, ça c'est le droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de l'œuvre. Ce sont des droits qui sont cessibles et limités dans le temps. Et ensuite, les droits moraux, c'est le droit à la paternité, le droit d'avoir son nom mentionné à côté de son œuvre et le droit au respect. Ces droits moraux sont incessibles et ils sont perpétuels. Dernier principe important, avant de raisonner sur le NFT en tant que tel, c'est la distinction entre les droits de propriété intellectuelle et la propriété du support de l'œuvre. Quand j'achète un tableau, j'en deviens propriétaire, mais je n'en dispose pas librement. Je ne peux pas l'exposer publiquement sans l'accord de l'auteur, et je ne vais pas pouvoir le modifier, l'utiliser dans un contexte dégradant ou le détruire. Et en fait, le raisonnement va être plus ou moins le même en matière de NFT. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, en fait. C'est quoi un NFT en droit d'auteur? Alors, on sait que ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. L'œuvre de l'esprit est la création graphique qui n'est pas incorporée dans le NFT. On sait aussi que ce n'est pas le support de l'œuvre, puisqu'en réalité, le NFT contient un lien qui pointe vers un fichier numérique qui lui-même contient une reproduction de l'œuvre. Donc, si on veut déterminer quel est le support de l'œuvre dans un cadre NFT, c'est plutôt le fichier numérique qui va être hébergé d'ailleurs sur un serveur hors blockchain. Donc ça, c'est deux certitudes qu'on a. C'est pas l'œuvre de l'esprit, c'est pas le support de l'œuvre. Alors on peut essayer effectivement une définition, j'en ai proposé une sur la slide qui est à l'écran. Un commencement de preuve de la propriété d'un fichier numérique qui contient la reproduction d'une œuvre. Ce serait en quelque sorte une sorte de titre immatériel. Alors pourquoi est-ce que c'est utile? Pourquoi est-ce que c'est utile en propriété intellectuelle? Parce que dans le monde virtuel, l'œuvre de l'esprit, elle est composée de la création elle-même et aussi d'un support, mais d'un support qui cette fois-ci va être immatériel. C'est le fameux fichier numérique auquel je faisais référence. Et ce fameux support immatériel, ce fameux fichier numérique, il est reproductible à l'infini et à faible coût, contrairement au support matériel dans la vie réelle, entre guillemets. Et ce support, il est parfaitement interchangeable. Et là est l'intérêt du NFT, en fait. Le NFT permet de rendre le support immatériel unique et ainsi de lui redonner une valeur puisqu'il ne sera plus interchangeable. En fait, le NFT est un générateur de rareté numérique. Et c'est ce qui explique l'intérêt important que porte le monde du luxe, qui est très attaché à cette notion de rareté et d'unicité, donc l'intérêt que le monde du luxe porte justement au phénomène des NFT. Alors, est-ce que le droit d'auteur s'applique? Bien sûr que oui, à partir du moment où l'œuvre de l'esprit qui est objet du NFT, vous aurez compris que c'est un petit peu impropre effectivement comme expression, mais dès lors que cette œuvre-là remplit les conditions de la protection, c'est-à-dire qu'elle est originale.
Et à partir de ce moment-là, la question du contrat qui va être passé avec l'auteur de cette œuvre, elle est centrale. Alors, je ne parle pas ici de l'auteur qui va tokeniser lui-même son œuvre, parce que là, effectivement, l'auteur est lui-même le générateur du NFT et on va supposer qu'il est d'accord avec lui-même. Mais mis à part cette hypothèse, le contrat d'auteur va être clé. Et ici, le contrat d'auteur, je tiens à le souligner, ça n'est pas ce que Karima a pu évoquer avant, le smart contract. Le smart contract, c'est du code informatique qui permet de générer le NFT. Ça, il n'y a que l'émetteur du NFT qui, finalement, a la main dessus. Et ça ne peut pas remplacer ni valoir un contrat qui va être passé avec l'auteur de l'œuvre de l'esprit qui va être NFTisé. Et alors, pourquoi c'est important? Puisque tout à l'heure, on a vu qu'un auteur avait été le seul à avoir les droits patrimoniaux, donc le droit d'exploitation sur son œuvre. C'est important parce que la création même du NFT, la tokenisation de l'œuvre, c'est un acte d'exploitation. Donc, on ne peut pas créer un NFT à partir d'une œuvre appartenant à un auteur tiers sans l'accord de cet auteur. Il en va de même pour l'utilisation du NFT, qui va poser des questions un petit peu plus larges, de savoir quelle va être l'étendue de la cession ou de la licence de propriété intellectuelle dont je vais avoir besoin en fonction de l'usage que j'envisage. Par exemple, je veux faire une campagne de publicité dans le métaverse avec une création publicitaire que j'ai NFTisée, soit créée par une agence de publicité, soit créée par un graphiste indépendant. Voilà, je vais négocier une licence spéciale et précise, hein, parce qu'il faut qu'elle soit conforme effectivement aux exigences du code de la propriété intellectuelle qui exige généralement qu'on rentre quand même bien dans le détail des exploitations qui sont envisagées pour que la cession soit valable. Et il va donc falloir porter une attention toute particulière à la rédaction de la clause de propriété intellectuelle dans les contrats avec les auteurs. Il va bien falloir viser les formats adéquats, en l'occurrence le NFT, hein, après ça peut être d'autres jetons cryptographiques, et viser bien aussi les supports en définissant bien ce qu'ils sont. Donc souvent on parle de métaverse, mais il y a plutôt des métaverses ou des univers virtuels. On sait qu'ils ne seront pas uniques. Et puis, bon, il y a déjà aujourd'hui suffisamment de littérature sur ce qu'est le métaverse pour pouvoir bien définir cette notion de Web 3.0 dans ces contrats. J'en ai une que j'aime bien, je ne vous la lirai pas ici parce que du coup elle est assez longue, puisqu'en fait effectivement c'est quelque chose d'assez complexe à définir. Donc je vous épargnerai ma définition, mais si vous la souhaitez, je pourrais vous la partager. Et dans ce contrat avec l'auteur, il va aussi falloir penser à sa rémunération, sachant qu'en propriété intellectuelle, il y a un principe simple, hein. Normalement, c'est la rémunération proportionnelle. On rémunère l'auteur à proportion des recettes que génère son exploitation, sauf quand c'est impossible, auquel cas on a le droit de passer sur un forfait. Alors, il y a une question bien spécifique qui agite la doctrine en propriété intellectuelle, c'est la question spéciale de la revente du NFT. Alors, on est assez d'accord pour quand même se dire que la vente d'un NFT, c'est assimilable à la vente d'un exemplaire d'une œuvre. Voilà, comme si c'était un exemplaire matériel d'une œuvre. Pourquoi? Parce que justement, comme le NFT permet une unicité du support immatériel en l'occurrence, le NFT va vraiment être transféré d'un wallet, d'un portefeuille à un autre. Le vendeur ne va pas en garder copie, il en est complètement dépossédé. Et de ce constat, la conséquence en droit, c'est l'épuisement des droits, c'est la libre circulation du NFT. Ça veut dire que la revente ou les reventes successives du NFT ne vont pas être soumises à l'accord de l'auteur. Reste toutefois la question de savoir si ces reventes, si on n'a pas besoin de demander l'accord de l'auteur, c'est est-ce qu'elles sont soumises au droit de suite. Alors, c'est quoi le droit de suite? Le droit de suite, c'est un pourcentage que l'auteur d'une œuvre, graphique ou plastique, et ça inclut les œuvres sur support numérique, est en droit de percevoir après la première vente de cette œuvre, qui
qui serait faite par lui. Donc un pourcentage justement sur les recettes tirées des reventes de cette œuvre. Alors c'est un pourcentage qui est défini par tranche, il va en gros de 4 à 0,25% et il y a un maximum à 12 500 €, ce qui peut paraître un petit peu dérisoire quand on a en tête les montants auxquels effectivement certains NFT peuvent se vendre et se revendre. Alors, il n'est pas général ce droit, il y a des conditions. Hein. Le droit de suite ne s'applique qu'à des œuvres en quantité limitée. Et plus particulièrement pour les œuvres numériques, elles doivent être limitées à 12 exemplaires. Bon, ça, typiquement, normalement, c'est une condition que remplit le NFT puisqu'il est unique. La deuxième condition, c'est qu'il faut qu'un professionnel du marché de l'art intervienne dans la transaction. Alors, soit en tant que vendeur, soit en tant qu'acheteur, soit en tant qu'intermédiaire, mais il nous faut un professionnel du marché de l'art. Sauf pour les cas emblématiques que j'ai cités en introduction, généralement pas le cas pour la majorité des reventes de NFT. Et puis vous avez des exceptions. Bon, quand le prix de revente est inférieur à 750 €, on n'applique pas le droit de suite. Et pareil, quand on a l'œuvre entre guillemets depuis moins de 3 ans et qu'on la revend moins de 10 000 €, il n'y a pas de droit de suite. Bon. Alors, on peut se poser la question de savoir si ce droit de suite est vraiment adapté pour les NFT. Donc, j'ai déjà émis des réserves sur le fait qu'il y avait finalement peu souvent la présence d'un professionnel du marché de l'art dans ce type de revente. On a aussi un problème de devise, puisque, comme vous avez pu l'entendre, les seuils sont exprimés en euros et qu'il y a des fois, il n'y a pas forcément d'équivalent de la crypto-monnaie en euros. On a un problème aussi de finalité, puisqu'à l'origine, ce droit de suite était là pour compenser les faibles recettes qui étaient tirées par l'auteur de ces droits d'auteur, à savoir généralement qui se limitaient en gros à la première vente de son œuvre. Et on voit bien qu'au niveau de la finalité, ça ne colle pas complètement avec la forte monétarisation qu'on connaît aujourd'hui sur le marché des NFT. Alors, ça c'est une vraie question et elle est tellement importante qu'on a le Conseil supérieur de la propriété artistique qui a lancé une mission dessus. Hein. Est-ce qu'il faut adapter au NFT le droit de suite légal? Il devait rendre son rapport avant. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, il faut encore l'attendre et surveiller la publication de ce rapport. En tout cas, on sait aujourd'hui que techniquement, on a les moyens de facilement suivre les différentes transactions sur la blockchain et d'automatiser le versement d'un pourcentage à l'auteur à chaque revente d'un NFT qui reproduirait, entre guillemets, une de ses œuvres. On peut le faire puisque justement, on a des smart contracts et des tokens standards qui, justement, prennent en compte les contraintes de la propriété intellectuelle et permettent le versement de ces royalties. On les appelle généralement, on les vise sous l'appellation droit de suite contractuel. Alors, il n'y a pas de match entre ce droit de suite contractuel et puis le droit de suite légal, mais voilà, il faut attendre le rapport du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle pour voir effectivement comment, en tout cas, on va réussir à adapter cette notion de droit. Mais pour une fois, effectivement, la problématique n'est pas dans la technique. Je vais passer maintenant à un autre grand sujet en matière de NFT, c'est la crypto-contrefaçon. Alors, ça peut recouvrir différentes réalités. La première réalité, c'est pas vraiment une contrefaçon au sens juridique du terme, ce serait plutôt le fait de commercialiser sous forme NFT une fausse œuvre d'eux. En fait, on est plutôt ici là dans l'usurpation d'identité d'un auteur ou d'un artiste, dans un problème de parasitisme, voire d'escroquerie, en fait, par rapport aux acheteurs potentiels. Et c'est ce qui s'est passé avec un faux Banksy qui a été vendu à plus d'1 million sur OpenSea. Ça a été en fait découvert de manière un petit peu anecdotique, puisque du coup c'est un journaliste qui, à l'occasion d'une interview de Banksy, lui a demandé si c'était bien son œuvre, et celui-ci a répondu que non.
Ensuite de quoi le vendeur sur OpenSea s'est fait shadowban, c'est-à-dire que son compte a été gelé. Le deuxième type d'atteinte, effectivement, donc ça c'est vraiment celui qui a trait à l'œuvre contrefaisant, donc à la contrefaçon. La première affaire a été relative à des scènes de film, des scènes du film Pulp Fiction, qui ont fait l'objet d'une mise aux enchères de 7 NFT par Quentin Tarantino, qui s'est du coup cru autorisé, au vu du contrat qu'il avait signé avec Miramax, le producteur du film, à pouvoir mettre aux enchères ce type de NFT. Apparemment, Miramax n'a pas la même interprétation du contrat qui a pu être passé avec le réalisateur, puisqu'elle a engagé une procédure pour violation du contrat et contrefaçon aux États-Unis. On a ensuite l'affaire du Meta Birkin, qui a été beaucoup commentée et qui, du coup, concerne une action de la mission Hermès devant les juridictions européennes contre un artiste qui s'appelle Mason Rothschild. En fait, l'histoire a commencé avec un premier NFT qui s'appelait Baby Birkin. C'était une vidéo qui représentait un sac Birkin transparent avec un fœtus dedans. Bon, il avait été vendu, rien ne s'était passé. Et du coup, l'artiste a dû se sentir autorisé à sortir ensuite toute une série de NFT, donc les fameux NFT Meta Birkin, qui représentent les sacs Birkin recouverts de fourrure. Alors, ça pose deux questions au niveau de la contrefaçon. Ça pose une question de la contrefaçon du modèle ou de l'œuvre de l'esprit qu'est le sac Birkin, puisqu'on peut se rendre compte que c'est exactement la même forme et les mêmes caractéristiques. Et puis la contrefaçon au niveau de la marque, puisque le sac, enfin, en tout cas la marque Birkin est déposée, et on peut légitimement se poser la question de savoir si le nom Meta Birkin est une contrefaçon ou non de la marque Birkin. Alors, en droit français, ça poserait pas tellement de difficulté de pouvoir répondre à ces questions, et la réponse serait plutôt positive. Dans les deux cas, en droit américain, la question est disputée et l'artiste se prévaut de son droit à la liberté d'expression en disant qu'il n'a fait que créer une œuvre d'art et qu'il ne commercialise pas de sacs Birkin, qu'ils soient réels ou virtuels. Donc le débat risque d'être intéressant devant les juridictions américaines. Et le dernier cas dont je voulais vous parler, parce qu'il permet de boucler la boucle, c'est un cas de contrefaçon de NFT par des NFT. La fameuse collection de 10 000 singes que j'ai évoquée en introduction a elle-même fait l'objet d'une imitation par un artiste qui s'appelle Ryder Ritz. Et voilà, le détenteur des droits sur la collection de singes vient d'engager une action en contrefaçon contre ces autres NFT qu'il considère comme étant contrefaisants. Donc on voit, et là je vous ai principalement parlé d'action en justice, mais il faut savoir qu'en matière de contrefaçon, comme dans l'Internet classique, entre guillemets, on va pouvoir envoyer des mises en demeure, des takedown notices auprès des plateformes. Ça peut être les plateformes de vente comme OpenSea, et ça peut être, et ça pourra être les opérateurs de métaverse. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Est-ce qu'on va faire disparaître le NFT? Non, en fait, de par la blockchain, il est inaltérable, mais en vrai, on va le burner, c'est-à-dire qu'en fait, on va le geler et il ne va plus pouvoir circuler, ce qui va anéantir quelque part sa valeur. Je voudrais juste conclure sur le fait, sur peut-être la nature encore du NFT en matière de droit d'auteur, pour dire justement, il faut faire attention, et peut-être sur le premier exemple que je vous ai donné sur Banksy, on ne peut pas assimiler en fait un NFT à un certificat d'authenticité, parce que il va quand même falloir toujours vérifier si l'émetteur du NFT est légitime à pouvoir encapsuler dans son NFT une œuvre dont il n'est pas lui-même l'auteur. Ça, c'est quand même une vraie question, et c'est pour ça que moi, je préfère envisager le NFT comme un certificat d'unicité voilà, d'un fichier numérique vers lequel pointe le NFT,
plutôt que comme un certificat d'authenticité. J'en ai fini pour ma partie. Je vais passer la parole à Nicolas Fratini qui va nous parler de son métaverse Versity, qui est le premier métaverse immobilier. Nicolas. Merci Claire. Je t'en prie. Oui. Voilà. Nicolas, merci Claire. oui, peut-être pour organiser votre partie autour de questions, réponses, si vous en êtes d'accord. Et merci à Claire et Maya pour leurs interventions respectives. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi sur Claire sur l'histoire du certificat d'authenticité. Mais je suis ravie de t'entendre faire la démonstration de l'une de tes conclusions. Pour vous, Nicolas, on voit qu'on est dans un environnement qui est en train de se construire sur le plan réglementaire, légal. Il y a énormément de questions juridiques diverses et variées qui se posent. Il y a également des questions sur le plan opérationnel et technologique, l'interopérabilité. Claire l'a rappelé, il va y avoir plusieurs métaverses. Et un NFT ne pourra pas nécessairement circuler d'un métaverse à un autre. Du coup, pourquoi, pour vous, il vous semble que c'est une évidence pour une société comme les agences de papa par rapport aux services qu'elles proposent aujourd'hui de se lancer dans le métaverse et dans les NFT? Oui, merci Karima. Oui, effectivement, les agences de papa, c'est une agence immobilière digitale et on a eu une très belle explosion de business l'année dernière avec une grosse campagne de pub avec Teddy Riner à la télé. Donc on a eu 20% de notoriété en France et avec cette notoriété, on a dû gérer un flux énorme d'utilisateurs, acheteurs, vendeurs. Donc du coup, on a recherché une efficacité dans notre méthode de travail, dans notre flux, et donc on a cherché une autre expression d'un portail immobilier pour faciliter justement, pas que nous, mais la profession immobilière. Donc on a pensé à créer cet univers virtuel qu'on a appelé Versity, où on pourra visiter d'une façon immersive le quartier, l'appartement et surtout discuter avec tous les professionnels de l'immobilier au même temps qu'en visite. Et ça, pour nous, c'est un gain d'efficacité, de temps énorme parce qu'on peut discuter en même temps sur le sujet, sur le projet, avoir les devis en ligne en même temps. Et ça, c'était le point essentiel pour construire ce monde virtuel. Et après, je peux rentrer plus dans le détail du projet. Donc nous, on a conçu Versity avec trois grands piliers. Donc le premier, c'est vraiment cette expérience de jeu. Donc c'est cette visite immersive où on peut discuter avec les professionnels de l'immobilier. Le deuxième pilier, c'est tout l'économie derrière, donc construit sur un jeton d'échange que c'est le City, où on pourra acheter des services sur ce métaverse. Et le troisième pilier, c'est les NFT. Donc les NFT pour nous, on les appelait parcelles. Et les NFT parcelles, c'est on a donné une opportunité aux holders, aux personnes qui souhaitent acheter un NFT, de participer aux recettes, aux gains de la plateforme Versity. Donc un NFT, pour nous, c'est un code postal. Donc un détenteur d'NFT, il va recevoir tout ce qui est revenu lié à son adresse. Et ça, c'est quelque chose que on voulait vraiment le mettre en avant parce qu'on voulait trouver un lien entre la réalité, un vrai besoin métier, et ce métaverse, que c'est un mot un peu utilisé en priorité par tout ce qui est gaming, mais pas forcément pour des utilités réelles, des vrais des métiers comme le nôtre, l'immobilier. Est-ce à dire, Nicolas, oui, je vous en prie. Non, dans la construction de notre métaverse, on a besoin vraiment de consultants, de professionnels dans chaque secteur pour construire vraiment ambitieux et assez lourd de niveau technologique, aussi légal.
Donc, on avait besoin vraiment d'être accompagné sur plusieurs sujets parce qu'on n'a pas toutes les compétences en interne. Et surtout, la blockchain, c'est un métier, tous les métiers liés à la blockchain, ils sont vraiment en construction. Il y a des professionnels qui sont reconnus. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, la bande passante aussi, c'est difficile de la trouver. Et on est ravis de travailler avec Osborne Clarke parce que on est très bien accompagnés. Et c'est vrai qu'en regardant cette présentation et en discutant avec vous sur l'accompagnement, il y a vraiment beaucoup de sujets qu'il faut suivre et surtout suivre l'actualité et la mettre en œuvre sur notre projet. Ça, c'est un point clé que nous, tout seuls ou avec des professionnels qui ne sont pas vraiment à la hauteur, on ne peut pas arriver à délivrer un projet si ambitieux. Et entre autres, de l'accompagnement légal qu'on a avec Osborne Clarke, on a des grands noms du secteur comme Smart Chain, Blockchain is Dev sur la partie technique. On a sur la tokenomics aussi un grand nom du secteur Nomics qui nous accompagne sur la construction de la tokenomics du City et aussi de la tokenomics de la NFT. Et c'est quelque chose de hyper important pour construire des mécanismes qui vont faire en sorte que notre métaverse a une économie solide et qui tourne tout seul. Donc on voit un projet ambitieux, multidimensionnel, qui suppose d'être en mode projet presque infrastructure. Hein. Vous êtes en train de créer une nouvelle infrastructure dédiée au secteur de l'immobilier. Vous aviez dit qu'il y avait plusieurs niveaux d'intervention dans le métaverse. Est-ce que moi-même, en souscrivant à des NFT parcelles, au-delà des revenus que je pourrais tirer de la location du code postal que j'aurai, est-ce que je peux participer dans le cadre d'une approche communautaire à soit des décisions sur la gouvernance du métavers, soit la création de contenu? C'est quelque chose qui est envisagé à date en termes d'expérience immersive? Absolument. Il y a deux sujets très importants. Donc là, il y a la DAO, donc c'est en construction aussi, donc c'est quelque chose qu'on y a pensé pour justement la gouvernance, pour faire participer toute la communauté. Et il y a aussi un système de build to earn, où on va rémunérer tous les personnes, les architectes 3D qui vont enrichir notre monde virtuel. Il y a aussi une notion de visit to earn qu'on est en train de mettre en place, un mécanisme qu'on met en place avec Nomics où on va rémunérer aussi les personnes qui visitent les NFT, qui visitent les parcelles et qui vont faire des actions marketing pour agrandir, pour faire en sorte que la marque et les biens ils sont le plus diffusés possible aussi sur les réseaux. Est-ce qu'on est sur une représentation côté code postal de la France, France métropolitaine? Qu'est-ce qui est envisagé? Peut-être des NFT qui seraient représentatifs d'un code postal d'autres zones géographiques du monde? Alors nous, on est légitime en France parce qu'on est une boîte française, cotée, connue. Donc c'est clairement notre premier marché pour tester ce métaverse, ce écosystème pour l'industrie de l'immobilier, c'est la France, c'est clairement ça. Mais on a une ambition internationale, donc l'expansion internationale, ça va démarrer très vite. On a déjà des partenaires qui veulent absolument importer notre modèle en Europe, donc en Espagne, en Italie. Donc c'est quelque chose qu'on regarde, mais la France c'est le premier marché et on veut réussir ici chez nous. D'accord. Et peut-être pour dernière question en ce qui me concerne et ensuite je laisserai Claire ou Maya poser leurs questions. En termes de calendrier, comme on est sur des projets extrêmement ambitieux, on aurait une première version bêta à quel horizon? Est-ce qu'on a une idée? Alors déjà, pour construire tout cet écosystème, on démarre par l'émission de monnaie, donc le City. Donc on est en phase de ICO. On a déjà réussi la phase privée et le premier round en sold out rapidement.
Et c'était ambitieux aussi dans une période de bear market un peu compliquée. Donc, on est très content de ça. Donc, l'idée, c'est de terminer les 5 rounds, donc les 4 rounds qui nous restent. À la rentrée, donc fin septembre, début octobre, il y aura une marketplace dédiée à la commercialisation pour les holders des NFT parcelles. Donc, on va commencer à lancer nos collections d'NFT parcelles. Et par la suite, il y a différents steps d'avancement technologique. Donc, le premier, donc à la fin de l'année, on va lancer le portail immobilier Web3. Il y aura déjà de l'immersif, mais pas assez simple, on va dire. Et l'année prochaine, on va rentrer plus dans le détail du côté immersif. Donc le calendrier, il est assez serré. On a beaucoup de travail à faire. Mais on est accompagné par des grosses entreprises qui vont nous aider à délivrer la promesse qu'on est en train de faire. Merci Nicolas. Nous arrivons au terme d'une première heure d'échange et nous avons donc notre session de questions-réponses. Moi j'avais effectivement, peut-être pour débuter, je regarde effectivement si on a des questions qui arrivent et je vérifie cela avec notre équipe logistique. Moi, j'avais peut-être une question effectivement pour Maya sur le cadre réglementaire. Donc, tu disais Maya que on aurait potentiellement un débat aussi dans le cadre du règlement TFR, hein, donc des exigences en matière de LCBFT. Si j'ai bien compris, Maya, donc à date, on a une possible exclusion des NFT, c'est partiel. Est-ce que tu peux nous rappeler si demain les NFT seront également captés dans les obligations de mise en œuvre du dispositif LCBFT? Oui. Donc pour l'instant évidemment on est encore sur un stade enfin le texte est toujours à l'état de projet. Pour l'instant il serait exclu du cadre réglementaire sur la LCBFT en tant que tel, mais pour le moment c'est pas encore une version définitive et dans la mesure où enfin la question peut se poser où il y a certains acteurs du service, enfin proposant des services sur actifs numériques, certaines plateformes, je pense à Binance notamment pour ne pas citer de nom, mais qui commencent à proposer des NFT. Donc la question se pose de savoir dans quelle mesure ces plateformes qui proposent traditionnellement des services sur actifs numériques, sur crypto de manière plus classique, les bitcoins, etc., seront appréhendés ou non par le dispositif LCBFT, étant entendu qu'évidemment, à partir du moment où vous êtes enregistré sur ces plateformes, ces dernières vont vous demander un certain nombre d'informations de manière classique, mais la question se pose sur l'extension ou non au NFT, puisque ça fait l'objet, j'allais dire, de débats assez intenses, notamment politiques, sur les risques que les NFT peuvent poser en termes de blanchiment. Mais là-dessus, il faut aussi rassurer et en tout cas quand même mettre en exergue le fait qu'à partir du moment où vous passez par certaines plateformes pour payer vos NFT, notamment via des cryptos, à partir du moment où vous passez par une plateforme qui appréhende les cryptos en tant que telles en termes de risque de blanchiment, le risque de blanchiment sera limité et appréhendé par ce prisme, mais sur une plateforme pure de NFT, a priori, vous n'aurez pas ce risque, en tout cas, vous n'aurez pas cette inclusion de toutes ces obligations en termes de blanchiment qui peut, pour rappel, quand même être extrêmement lourde pour certains acteurs et qui peuvent impacter quand même un parcours client de manière importante. Je ne sais pas si oui, ça répond tout à fait à la question. D'autres questions? Je ne sais pas si Nicolas, Claire, vous avez des questions à adresser. Je vois que nous avons une question. Oui. Je laisse la poser. Pour vous, Nicolas, qu'est-ce qu'on achète réellement quand on achète un NFT immobilier? Donc, autrement dit, est-ce qu'on achète quelque chose dans le monde réel? Non. On achète un droit d'avoir des revenus liés à cette adresse. Donc c'est pas un lien réel avec la réalité. Nous, ce qu'on propose comme réalité, c'est un miroir de la réalité. Donc on va reproduire tout ce qui est environnement, quartier, appartement,
et qu'on pourra visiter, mais ça reste du virtuel. Donc le code postal qu'on va mettre à la vente via un NFT, c'est pas un vrai code postal. Donc vous pouvez pas acheter Paris. Vous allez acheter le droit sur cette plateforme Versity de recevoir des revenus liés à cette adresse. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que en fait, les NFT, c'est vraiment l'exemple phare de la tokenisation de la valeur, parce qu'on duplique, voire on crée de nouvelles sources de valeur qui n'existent pas dans le monde réel. Donc on va au-delà du monde réel pour trouver de nouvelles sources de valeur dans le monde virtuel. Je crois que c'est ça la dynamique qui anime la création des NFT Parcelles. Exactement, c'est exactement ça. Très bien. Après, on veut lancer une autre NFT qui va être la carte d'identité virtuelle des appartements et des biens immobiliers. Mais là, c'est complètement autre chose. C'est pas une vente, c'est vraiment un stockage d'informations que les utilisateurs vont mettre et vont certifier pour avoir toutes les informations du bien immobilier concerné. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Je ne crois pas. Bien, il me reste à tous vous remercier pour votre participation à ce webinaire, que ce soit du côté des intervenants ou du côté des participants. Comme Claire vous le disait, si vous avez la moindre interrogation, vous pouvez nous contacter. Le webinaire sera disponible en rediffusion et on vous laissera nos coordonnées. Donc, merci à tous et excellente fin d'après-midi.